la RFI pe Plantelor 58. Este o adresă deja cunoscută pentru rezidențele de artiști. Plantelor 58, o rezidență derulată de către Galeria Anca Poterașu din București. În această seară aveți întâlnire cu o artistă care ne vine din Franța, Axel Pinot, aici în studioul RFI, și mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Alături de noi se mai află și curatoarea Cristina Stoienescu. Bună dimineața! Mulțumesc foarte mult pentru vizita. Bună dimineața și mulțumim frumos pentru invitație. Bonjour et merci de votre visite, cher Axel. Bonjour. Vous n'êtes pas pour la première fois à Bucarest, si je comprends bien. Exactement, c'est mon deuxième séjour pour justement travailler avec la performance à Bucarest ici. Alors, mais nous allons parler de votre parcours et de vos séjours à Bucarest, mais pour l'instant, je vais laisser Cristina nous expliquer un peu l'historique des résidences, istoria acestor rezidențe de artiști și ce vă propuneți în general să faceți cu ele. Odată o să apară o mică confuzie astă seară. Evenimentul cu Axel va avea loc pe Popa Soare 26 și încercăm să facem bine cunoscut acest care este noua adresa a Galeriei Anca Poterașu. Exact. Rezidența a fost inițiată de Asociația Română de Artă Contemporană, ONG-ul cu care Galeria Anca Poterașu lucrează, și într-adevăr se desfășoară în continuare chiar și cu noua noastră adresă pe strada Plantelor 58. Și astfel suntem prezenți la două adrese, la o distanță de 5 minute una de alta, iar rezidența a fost inițiată de Anca Poterașu în 2015, pornind de la o serie de fonduri norvegiene pe care a putut atunci să le obțină, având în rezidență 2 artiști din țările Baltice, iar de atunci, în fiecare an, reușim să ținem rezidența pe picioare, având cât o temă, cât un focus pe un anumit mediu. Anul trecut a fost o dublă rezidență și un artist, Oriti Shai din Israel, cu un focus pe fotografie, și cu curatoarea Marta Ramos Izquierdos din Barcelona. Iar în fiecare an modelul cumva se schimbă, încercăm să facem și noi parteneriate. Anul acesta am fost foarte bucuroși să lucrăm împreună cu la BF Kens, o galerie din Franța, și împreună cu Perrine Lacroix, care s-a ocupat de acest program al artistei Axel Pinot. Am putut să realizăm rezidența cu un focus pe performance, video, și ne bucurăm foarte mult că a fost așa. Artiștii, în general, sunt artiști străini care vin în această rezidență? Exact. Galeria Anca Poterașu reprezintă artiști români, iar prin rezidențele de creație pe care le facem, încercăm să conectăm scena de artă locală cu artiști și curatori care vin din străinătate. S-au născut și proiecte comune în urma acestor rezidențe? Deocamdată le urmărim, ținem foarte bine legătura și cu Marta Ramos, care vrea să lucreze cu unul dintre artiștii noștri și care a vizitat foarte mult și alți artiști din București, nu neapărat artiștii pe care îi reprezintă Galeria Anca Poterașu. De asemenea, încercăm o colaborare tot în Franța anul viitor, o colaborare curatorială cu un schimb de artiști. Și cu artiștii care au fost în galerie ținem mereu legătura și încercăm să aflăm ce fac și ce se întâmplă mai departe cu proiectele lor. Când mergem la târgurile de artă internațională care participăm, ne întâlnim cu ei acolo. E o relație pe termen lung. Am început în 2015 și încercăm să o dezvoltăm în continuare. Ce se va întâmpla în această după-amiază? Începând cu ora 18, deja o proiecție de film? Aici va vorbi puțin mai mult și Axel va detalia proiectul ei. Programul însă este împărțit în două părți. Începem la 18 până la ora 7. Vom avea o proiecție video a lucrării pe care Axel a realizat-o pe parcursul rezidenței ei aici. Filmul ține aproximativ 20 de minute, deci vom avea două proiecții, una după cealaltă, iar de la ora 7 Axel ne va prezenta câteva detalii despre proiectul ei, despre practica ei artistică și va fi un artist talk, de fapt, începând de la ora 7. Sindromul Penelopa este titlul acestui video pe care îl vom vedea în această seară, dar înainte de a vorbi despre Sindromul Penelopa, vă propun să o cunoaștem puțin mai bine pe Axel Pinot, originaire d'où? Alors du Val d'Oise.
C'est Ouais. un département au nord de Paris. D'accord. Et comment êtes-vous arrivé au monde artistique? Est-ce qu'il y a des artistes dans votre famille? Racontez-nous un petit peu. Alors absolument pas. Et j'ai commencé par une formation en danse classique, donc j'ai une formation de ballet absolument classique. Je me suis tournée vers le théâtre. Et c'est finalement en me rendant compte qu'à chaque fois il manquait quelque chose, à la fois dans la danse, il me manquait la parole, dans le théâtre, il me manquait à nouveau quelque chose, que je me suis tournée vers ce médium que j'ai découvert qui était la performance. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'école d'art et que j'en suis encore aujourd'hui à tirer des fils depuis ça. D'accord. Ouh, on souffle. Je sais que c'est difficile la radio en direct, mais nous avons du temps. Nous avons au moins 30 minutes. Donc il va falloir vous souffler, prendre l'air. Allez, on respire. Vous avez de l'eau? Non, vous n'avez pas d'eau. L'eau est loin. Là, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, on fait la version longue. Parce qu'il faut bien remplir. Donc, vous avez un parcours, donc commencé comme un peu donc les théâtres, danse classique. Vous mélangez un peu et vous déménagez à Lyon, en fait, pour les études. Exactement. Pourquoi cette école d'art de Lyon? Alors, l'école d'art de Lyon, je l'ai choisie parce qu'elle a une dimension aussi très tournée vers la théorie. Et il me semblait important de nourrir le travail à la fois avec une approche pratique, ce qui était important pour moi, donc d'être dans le corps. Et l'école des Beaux-Arts de Lyon se situe dans un lieu qui s'appelle les Subsistances, donc il y a un lieu de recherche et de création artistique autour des arts du spectacle et d'art vivant. Donc pour moi, cet ancrage était vraiment important. Et également tout cet aspect théorique qui était fondamental pour moi et nécessaire. Voilà, vous avez un bon témoignage de comment on devient artiste. Alors, comment on devient artiste? Est-ce que ça part d'une quête personnelle? Est-ce que vous avez... Enfin, comment êtes-vous devenu artiste, en fait? Quand est-ce que vous vous êtes dit ça y est, je suis artiste? Ou je veux devenir artiste? Alors, je ne sais pas comment ça arrive. J'ai l'impression que c'est plus... On fait des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à danser, j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis, je suis rentrée dans cette école qui était l'école d'art en me disant peut-être qu'ici, je vais trouver comment faire des formes qui me parleront plus, des formes qui seront plus pertinentes pour moi. Et donc, c'est un parcours qui dure quand même un certain nombre d'années. Donc, un diplôme dure 5 ans. Moi, j'en ai passé 6 dans cette école. Et j'ai toujours pas fini puisque... Je fais un diplôme supérieur, donc encore 3 ans après. Et donc, petit à petit, on finit par devenir artiste, mais c'est pas un moment où on se réveille et on se dit « ça y est, j'ai réussi ». C'est plus des recherches, en fait, des thèmes, des idées qui vous passent par la tête, et puis vous testez des choses. Et on voit bien sur votre site plusieurs thèmes qui vous sont chers. D'abord, l'altérité, ou je sais pas, dans la projection des autres dans votre corps, et vous projetez dans les corps des autres. J'ai juste fait une petite sélection, et j'ai commencé du bas vers le haut. Et une des premières, c'était, il me semble, si je trouve bien, Les Chambres. Alors, c'est une série d'actions que vous avez fait entre 2014 et 2017, et je pense que vous continuez ce type de documentation. Vous vous faites photographier chez des amis ou des gens que vous connaissez, assises dans leur chambre, sur leur lit, et en étant habillés avec leurs vêtements. Exact. Expliquez-moi. Alors, le projet, c'était de réfléchir à comment on construit un portrait, comment existe cette relation entre la personne qui prend la photographie et la personne qui est dans le portrait. Et ces images, a priori, ce sont beaucoup de portraits de moi, ce sont surtout des portraits en creux de tous ces gens que je rencontre. Il y a également des gens que je ne connais pas. Il y a eu ce moment aussi d'audace où, justement, c'était aller à la rencontre d'inconnus. Vraiment pour ce projet, et aussi le prétexte du projet pour aller à la rencontre de l'autre. Et finalement, même s'il s'agit toujours de ma figure, je finis par m'effacer au profit
du corps et paraître habité par l'autre. Vous êtes un corps en fait qui rentre dans la vie de quelqu'un d'autre et qui prend l'identité un peu de quelqu'un d'autre. Comment vous avez vécu ces expériences? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous prend en photo ou vous le faites vous-même ou vous déclenchez l'appareil? Comment ça se passe en général? Ce qui est intéressant pour moi, c'était de renverser vraiment ce processus du portrait, c'est-à-dire que la personne qui prend la photographie est la personne qui me prête les vêtements, la personne chez qui je suis. Qui vous prête sa chambre. Exactement. Aussi, et son lit. Exactement. Voilà. Vous êtes assise sur le lit, toujours la même position, toujours pieds nus. Exactement. Voilà. Et avec les habits de... Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ou uniquement des femmes? Absolument, des hommes, des femmes. Il y a vraiment, de ma part, aucune distinction faite à ce niveau-là et au contraire, un désir de ne pas faire de distinction. Et c'est vraiment justement une manière aussi de réfléchir pour les personnes que je rencontre, de la manière dont ils ont envie de projeter leur image. Puisqu'ils construisent la manière dont l'angle est pris, la photo est prise. Moi, je pose mon corps comme ça, comme vous le dites, de cette position assise au bord du lit. Et la manière dont ils ont envie de renvoyer leur image, comment ils m'habillent. Je suis presque un support vraiment pour eux de distance pour réfléchir à cette projection de comment on renvoie son image, sa propre image. Alors, en 2014, vous étiez à Bucarest et là, toujours à la recherche de l'autre, vous demandez à des inconnus où vous loger pour la nuit. Exactement. Voilà. Là aussi, c'est une sorte c'est pas une performance, c'est une action. C'est je sais même pas comment on appelle ce type de... Oui, c'est plus de l'ordre de l'action. De l'action, oui. Ce qui importe, c'est beaucoup le protocole que je décide au départ, donc qui est d'aller à la rencontre de l'autre et se prêter. Alors comment vous faisiez donc les inconnus que vous rencontrez dans la rue ou comment? Alors tous les prétextes sont bons grâce à donc c'était dans le cadre d'une biennale de performance et donc les rencontres que je faisais avec cette structure, les rencontres que j'ai faites en allant vraiment dans un café, en passant par des sites de rencontres. Vraiment, tous les moyens étaient bons pour justement aussi réfléchir à comment est-ce qu'on se rencontre aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut rencontrer l'autre et comment est-ce qu'on accueille l'autre ou est-ce qu'on ne l'accueille pas. Meet Me Somewhere Else, c'est le titre de cette action. Est-ce que vous avez documenté cette action? Est-ce que vous avez pris des photos? Est-ce qu'il y a une trace de ce que vous avez fait ou c'est tout simplement quelque chose qui s'est passé entre vous et les personnes que vous avez rencontrées? Exactement. Pour moi, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un objet physique. Qui peut être vu par d'autres, qui peut être mis en exposition. Et cette œuvre qui va exister par la rumeur et par la force de l'histoire qui se raconte de bouche à oreille, pour moi, est plus forte qu'une image, qu'un support. En tout cas, par rapport à ce protocole de travail-là. C'est très immatériel, en fait, oui. comme art, on peut le dire. Donc, qu'est-ce qui se passait? Vous allez dormir chez des gens. Est-ce qu'ils vous prêtaient leur maison et ils partaient ailleurs ou vous étiez avec... Non, nous passions la soirée ensemble et c'était un moment d'échange justement qui était très ouvert. Des gens me présentaient leur famille. C'est très, très varié et le contenu n'était pas dirigé. C'est-à-dire que moi, l'objet était vraiment ce moment de rencontre et de mettre en place cette rencontre. C'était pour moi vraiment ça qui était le plus important. Et qu'est-ce qui reste de cette invitation, de cette nuit passée chez l'autre? Il reste ce que je vous disais, cette histoire qu'on se raconte de cette personne qui cherche à rencontrer l'autre et ces histoires qui restent un peu flottantes. Vous êtes, j'ai l'impression, toujours à la recherche d'un personnage où vous invitez les autres à rentrer dans votre peau. Vous cherchez, par exemple, des femmes qui vous ressemblent. Vous avez fait, c'est toujours en 2014, une action pour deux. J'ai beaucoup aimé ça. Nonac Canon. C'était un vernissage d'un festival de performance. Et donc, vous aviez un t-shirt sur lequel c'était marqué Canon, la marque des appareils photo.
photos, mais sur l'autre t-shirt, c'était dans le miroir, donc c'était Nonac. Et puis, vous recherchez des filles qui vous ressemblaient et vous prenez des photos à deux. Voilà. Donc, toujours à la recherche de quoi, en fait? Quels sont vos thèmes de recherche en général? La recherche de l'autre et de comment est-ce qu'on se projette dans l'autre, et cette notion d'empathie et ce rapport à l'autre, c'est-à-dire de se projeter dans l'autre, et comment est-ce qu'on est ensemble, et aussi dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle on recherche... comment dire? Il y a une globalisation des désirs et paradoxalement une volonté de personnalisation qui est toujours plus forte. Et malgré tout, c'était mon cas et qui me vient de la danse, de mon parcours de la danse. C'est-à-dire que mon corps, dans ce qu'on appelait le corps de ballet, a été volontairement effacé de ses singularités. C'est-à-dire que nous étions un corps de ballet qui était composé de plusieurs corps. Et c'est aussi... de la danse classique? Exactement. Oui. Voilà. Et donc... Ça, oui, en effet, je comprends. Voilà, donc c'était cette sensation de faire corps collectif. Le lac des cygnes, c'est... Ah oui. Pardon. Oui, non, mais c'est vrai. Il n'y a aucune singularité à l'intérieur des corps. Et, voilà. Et parfois, prendre la pause pendant des minutes entières, voilà, sans bouger. Ouais. Est-ce que vous disiez, ce travail de rechercher des jeunes femmes qui me ressemblent, c'est un travail que j'ai fait de plusieurs manières. Il y a ces vidéos. Donc effectivement, vous avez peut-être vu des images d'une vidéo qui s'appelle Composition pour 5 figures, qui est un projet dans lequel je compose des tableaux, qui sont des tableaux filmés avec des jeunes femmes, des jeux de miroirs, et les 5 figures sont à la fois les 4 femmes qui apparaissent dans la vidéo, et moi je suis cette 5e figure qui, de l'autre côté de la caméra, compose les images, des jeux de miroirs sans teint, J'ai beaucoup aimé ce jeu de miroir, qui est un miroir qui n'a pas une forme un peu trapézoïdale. Exactement. Non, c'est ça. Et en fait, la personne que vous invitez, elle se reflète dans le miroir que vous tenez. C'est ça? Non, moi je tiens la caméra. Ah, vous tenez la caméra. Il y a une deuxième, troisième personne. Il y a 4 jeunes femmes qui ont participé à ce projet, et elles sont à la fois impliquées dans la composition des éléments, c'est-à-dire qu'elles tiennent par exemple parfois le miroir. C'est un miroir sans teint, donc selon l'orientation de la lumière, de l'éclairage, on voit tantôt à travers, tantôt à la surface du miroir, et donc les reflets viennent se mélanger, au contraire se confronter. Et la plupart des images ont été inspirées de compositions de cinéma, de Persona de Bergman par exemple, ou d'Alain Resnais dans l'année dernière à Marienbad. C'est vraiment des images qui me viennent aussi de cinéma, dans des films où la complexité d'un personnage se déploie à travers le miroir. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé s'intitule « Seuls les doigts avaient des yeux ». Il s'agit d'une écriture sténographique comme langage codé que vous effacez un peu, non, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Vous avez fait ça avec votre mère, en fait. C'est une discussion que vous étiez en train de porter avec votre mère. Expliquez-moi. Exactement. Il y a énormément de pièces que j'ai faites avec ma mère, parce que la question de la transmission est vraiment au cœur de mon travail. Et le rapport avec ma maman, effectivement, est important dans la notion de transmission. Et donc, la sténographie est un système de notation qui est une notation technique et codée, et aujourd'hui qui n'est que très peu enseignée. Et donc j'avais envie de travailler avec ma mère sur la question de la mémoire de ces femmes qui sont quasiment uniquement des femmes, les personnes qui pratiquent la sténographie dans leur travail, et de pouvoir porter leur récit et en même temps de leur donner cet espace qui est un espace protégé du code, pour pouvoir avoir cet espace de la langue du travail qui devient un langage de l'intime aussi. Voilà, et nous arrivons à Pénélope. Racontez-moi, d'abord, vous êtes arrivée quand à Bucarest, et comment ça s'est passé votre résidence? Alors, je suis arrivée mi-juin. Donc ça fait un mois? Ça fait un mois, exactement. Et je suis donc à la résidence qui vous a été présentée il y a quelques minutes,
Je suis arrivée grâce à la BF15 avec Perrine Lacroix, donc avec qui j'avais déjà eu la chance de travailler sur un autre projet et qui, dans le cadre de cette année d'échange entre la France et la Roumanie, saison croisée. Exactement, m'a proposé de travailler dans cette résidence. J'ai beaucoup de choses dans mon travail qui travaillent entre la question de l'intérieur et de l'extérieur, d'être dedans et d'être dehors. Et donc pour moi, la résidence, c'est un support idéal puisque c'est tout à la fois être dans une ville immergée et en même temps d'avoir cet espace protégé de travail. Et le point départ de cette résidence a été effectivement la figure de Pénélope. Donc, alors pourquoi Pénélope? Racontez-moi. Alors, pourquoi Pénélope et qu'est-ce que vous avez fait? Alors j'aime, pour commencer à travailler, en général, j'aime choisir un objet quel qu'il soit, et la figure de Pénélope est pour moi une figure forte, une figure mythologique, donc qui peut être réutilisée et re-questionnée, repensée. Pénélope, crée ce stratagème de la tapisserie et malgré tout, elle est quand même très peu... son personnage est assez peu dense dans le récit initial. Et c'était intéressant pour moi de me dire que j'allais le réinvestir. Et donc dans les textes de l'Odyssée, la question de la représentation de la tapisserie de Pénélope n'est pas évoquée. Donc on sait qu'elle passe des journées entières pendant des années à faire une tapisserie, mais nous n'avons absolument aucune idée de ce qu'il s'y passe, du motif de la tapisserie. Exactement. Et c'était pour moi assez curieux dans le champ de la représentation, puisque toute la mythologie est faite d'une succession d'images, d'avoir choisi d'évacuer, ou en tout cas d'avoir laissé ce blanc à cet endroit-là. Et j'ai choisi d'investir la figure de Pénélope comme en miroir avec la figure du voyageur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai produit cette tapisserie qui est le support à des motifs. Et le motif a été déterminé par le choix d'un mot, qui est le mot Odyssée. Et j'écris le mot Odyssée en marchant dans la ville. C'est-à-dire que... Tout en tissant. Et je tisse à la maison, je marche à la ville. Entre ça et le téléphone portable, il faut faire attention. C'était aussi une manière de réfléchir à comment aujourd'hui est-ce qu'on circule dans la rue, comment est-ce qu'on appréhende les paysages, puisque aujourd'hui quand on regarde sans cesse, quand on doit se déplacer d'un endroit à un autre, des cartes. Donc on est habitué à voir les espaces par le dessus, et c'est extrêmement graphique et curieux si on y réfléchit un instant, d'avoir une vision de tout à travers ce format-là. On va laisser un peu Cristina nous expliquer dinspre partea curatorului cum poate fi explicată această lucrare a lui Axel. Ceea ce zic surge în urma conversațiilor cu Axel, care a lucrat de la distanță, și cu Perrine Lacroix, care s-a ocupat de elementele curatoriale ale videoului ei. Dar din conversațiile noastre mie mi s-a părut că este vorba puțin și despre statutul artistului în rezidență, statutul artistului care mereu călătorește. Axel este în același timp și Penelopa, care stă și așteaptă și face această broderie, și călătorul care inspiră motivul broderiei. Și ceea ce vom vedea în videoul de astă seară este o vedere foarte poetică, de fapt, a acestui motiv al călătorului și a celui care rămâne, și inversiunea de roluri. Și mi se pare că se leagă foarte mult și de practica lui Axel, chiar dacă nu implică oglinzi, chiar dacă nu implică această căutare foarte evidentă a identității, modul în care folosește un oraș în care a stat o lună și traiectoriile pe care le face și ce spun aceste traiectorii, de fapt, despre identitatea noastră. Vous vous êtes baladé où à Bucarest?
Racontez-moi un peu vos balades, les gens que vous avez rencontrés. Dans le cadre de ma marche, Oui. alors comment j'ai procédé pour ma marche, c'est j'ai acheté une carte de la ville de Bucarest et j'ai essayé d'écrire. J'ai essayé d'écrire en suivant le chemin des rues, le motif des rues. Et donc, le mot Odyssée m'a emmené sur une certaine zone qui va... Alors, excusez mon roumain, mais du parc Isfor, au-dessus du Parlement, et qui s'étend jusqu'à à l'est de Piatra Unirii. Et donc en cheminant à travers ces rues... Vous faisiez par exemple un O au début sur la carte et vous disiez, tiens, il faut que je tourne à gauche pour revenir au même endroit, en fait. Exactement. Non, c'est ça, c'est complètement ça. Exactement. Ouais, difficile avec les boucles, j'imagine. Oui. C'était ça qui était intéressant. Et puis c'était aussi... Odyssée en roumain ou en français? En français. Ah d'accord. Non, mais c'est important. Oui. Ça change tout. Mais c'est aussi ça de voyager, c'est qu'on vient avec soi et qu'on le transpose dans ailleurs. Et c'était ça. Et pour le D, vous avez fait comment? Vous avez fait d'abord la boucle. Exactement. Et après, vous êtes allé jusqu'où? Et je suis remontée jusqu'au parc Sismigiu. D'accord. Donc, dans une allée du parc. Oui, c'est très bien, c'est intéressant. Voilà des petites trajectoires. Est-ce que vous avez rencontré des gens à qui vous aurez eu peut-être envie de demander l'hébergement pour la nuit? Alors, je n'ai pas tout cumulé. Je n'ai pas tout cumulé, ça aurait fait beaucoup peut-être. Oui. Non, est-ce que vous avez fait des rencontres comme ça? Est-ce que les gens vous ont posé des questions? Mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors parfois les gens sont curieux, mais aujourd'hui l'espace public fait qu'on se méfie beaucoup. Comme je me filme dans la rue, on se méfie. Vous filmez comment? Avec un téléphone portable ou avec quoi? C'est filmé exclusivement au téléphone portable. D'accord. Vous faites vous-même? Non, pas dans la rue. D'accord. Dans la rue, j'ai demandé l'aide de Ninon Goutel. D'accord. Qui m'a filmé. Et par contre, toutes les vidéos sont effectivement filmées avec téléphone portable. Donc elles sont dans ce format très allongé qui donne à la vidéo ce format en triptyque. Donc avec ces trois formats verticaux qui se juxtaposent les uns à côté des autres. Techniquement, vous travaillez sur quel type d'instrument? Alors, pour filmer... je vous pose la question parce que peut-être il y a d'autres artistes qui aimeraient bien savoir. Bon, c'est pas pour faire la publicité de différents supports ou techniques. Alors pour filmer, j'utilise mon téléphone portable, comme je l'ai dit, un téléphone portable tout à fait classique, et je monte mes vidéos... Sur Android ou sur... Sur Android. D'accord, on sait. Voilà, tu vois, au moins ça le mérite d'être clair. Oui. Voilà. Non mais voilà, c'est comme ça. Et je monte mes vidéos sur mon ordinateur portable. D'accord. Vous utilisez un logiciel particulier? J'utilise Première. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tentent, d'autres expériences en dehors de cette rencontre avec les gens? Est-ce que vous avez envie d'expérimenter sur le côté technique des choses, ou qu'est-ce qui vous tente pour la suite? Bien sûr, de toute façon le travail il est en cours, donc il suit un chemin, et chaque pièce que je fais amène à une chose suivante. Et par exemple, il ne m'est pas rare, dans mon cas, de revenir aussi sur des projets qui ont été faits, des impulsions qui ont été démarrées. Et je commence à travailler là par rapport justement à cette résidence. Donc là, il y a la première partie du projet qui est cette vidéo. Et ce travail sur la carte qui a été fait en amont, donc qui est sur un véritable objet carte, a été intéressant pour moi. Et donc je commence à travailler sur un multiple, donc il y a un objet édité sur ces cartes. Donc je dépouille vos librairies de cartes de la ville de Bucarest, sur lesquelles justement... Ça devient difficile à en trouver. Oui, ça va devenir encore plus. Chercher des antiquariats aussi. Oui. Et donc je fais ce travail d'écriture justement à la fois guidé et à la fois libre sur ces cartes. Donc ça, c'est un projet que je continue qui... D'accord. Cred că ce e mai important într-o anumită fază, nu, a devenirii unui artist, este exact această perioadă de căutări, de explorări ale unor obiecte, ale unor teritorii, ale unor idei.
Și toate acestea sunt niște porți deschise, nu? Pentru ceea ce se va întâmpla ulterior. Ce este foarte important este că rezidența este limitată la un anumit spațiu și la o anumită perioadă de timp în care artistul povestește tuturor și celor de acasă și celor din rezidență că se întâmplă acest lucru, că este o perioadă de timp în care creează, este o rezidență de creație și e o perioadă foarte concentrată. Nu te poți lăsa foarte distras de alte lucruri care se întâmplă sau care ți se cer. Iar asta pentru artiști, mai ales în societatea în care trăim, care cere mereu tot felul de lucruri și foarte multă atenție distributivă, este foarte important. Plus descoperirea unui alt loc, oriunde ar fi acesta. Și noi, și cu artiștii tineri cu care lucrăm, dar și cu artiștii mai cu experiență, pentru care este la fel foarte important să iasă puțin din rutina de zi cu zi și uneori stresul expozițiilor și al producției, care trebuie să fie din ce în ce mai dinamic, trebuie să fie din ce în ce mai mult, mai bine, să iasă puțin să-și ia acest timp și să-și-l acorde creației. Este și o ieșire din zona de confort. Pentru artiștii internaționali descoperă cu foarte multă plăcere Bucureștiul, dar este și un oraș dificil în acest sens. Bineînțeles, ne au și pe noi alături, îi mai ghidăm, mergem cu ei la vernisaje, mergem cu ei la prezentați în dreapta, în stânga, bănuiesc, exact, nu? Exact. Face să cunoască oameni. Adică este o parte foarte interesantă. Ne și vedem cu toții la mnac, bănuiesc. Exact. Adică mai stabilim întâlniri cu ei și cu alți curatori de aici, cu alți artiști. Adică este o perioadă foarte intensă, dar se întâmplă cumva într-un spațiu separat al rutinei de-a lungul anului. Et puis finalement, Axel, je pense que chaque artiste ouvre des portes aux autres, non? Parce qu'il y a d'autres artistes qui éventuellement pourront s'inspirer de ce que vous faites aujourd'hui. Vous aussi, peut-être, vous vous inspirez du travail d'autres artistes. Ah, bien sûr, c'est inévitable d'être situé de toute façon. Cette manière, par exemple, de marcher selon un protocole qui est prédéterminé, c'est très inspiré aussi du travail des situationnistes et de Guy Debord, par exemple, pour ne citer que... et qui vient plutôt d'ailleurs du monde de la littérature, donc ça se croise énormément. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un a compté le nombre d'artistes qu'il y a dans le monde, énormément. Est-ce qu'il y a des gens que vous suivez en particulier? Il y a des jeunes artistes, peut-être de votre génération, qui vous inspirent? Est-ce que vous avez par exemple un nom à nous donner, en dire tiens, celui-là, il faut le suivre parce qu'il va se passer quelque chose d'ici quelques années? Il y a un artiste, par exemple, avec qui je travaille beaucoup. On est très proches, on fait partie du même groupe de recherche. Et nos enjeux se recoupent souvent, qui s'appelle Romain Gandolf. Vous avez d'ailleurs quelques projets avec quelques lui, projets ensemble, oui. Et il sera là d'ailleurs ce soir, justement, pour nous soutenir. Et je regarde énormément de gens qui travaillent dans le champ de la performance. Des personnes comme Céline Aon, qui est une artiste française, qui travaille énormément aussi sur la question de la marche, beaucoup de chants aussi dans le champ de la danse, parce que malgré tout, ça ne m'a pas quittée et aujourd'hui, la danse se questionne énormément sur ce qu'elle produit, donc c'est assez passionnant. Vous pensez que vous allez revenir vers la danse à un moment donné? Je ne sais pas, mais la danse aujourd'hui m'habite comme presque une méthode. Et je ne sais pas si je vais revenir, parce que je ne sais pas si je suis vraiment partie, finalement, en fait. Peut-être la danse contemporaine. Oui, mais la danse contemporaine est évidemment... pas la danse classique. Exactement. La manière la plus appropriée pour moi pour réfléchir, effectivement. Très bien. Axel, on vous retrouve ce soir. Cristina, poate ne spuneți unde, la ce oră, adresa, care dintre ele? Exact. Pe strada Popa Soare, numărul 26, veniți, vedeți și nou spațiu al galeriei. La ora 18. La ora 18 până pe la 8:30 seara. Mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare. Merci. Mult. Merci. Dans cette nuit glaciale, j'errais. Depuis ces années-lumière, je pilotais ce vaisseau spatial hanté par ces heures de sommeil avorté.